Oui, alors moi je ne vais pas parler de mon article parce que je n'ai pas fait d'article. Je me suis borné à répondre à une question, donc je ne vais pas résumer une interview. Je vais plutôt essayer de répondre à une question qu'on ne m'a pas posée explicitement, mais qui traîne un peu en filigrane dans les questions qui ont été posées. C'est-à-dire la question pourquoi est-ce qu'on lit des utopies? Pourquoi a-t-on envie de lire des utopies? Est-ce qu'on tire un plaisir, une jouissance de lire des livres qui décrivent un ailleurs? Alors, c'est pas la même question que de savoir pourquoi on écrit des utopies. Pourquoi on écrit une utopie, on voit à peu près. Si j'écris une utopie, c'est que j'ai envie de parler d'un changement de l'État ou de la société et que j'ai pas le droit ou le moyen d'en parler directement. Soit parce que je ne suis pas légitime à en parler, par exemple dans une monarchie absolue où ma fonction m'interdit de prétendre dire ce qu'il en est de l'État et de ce qu'on peut en faire, soit parce que j'ai le droit d'en parler, mais pas comme ça. Par exemple, si je suis un haut fonctionnaire, comme Thomas More, l'auteur du premier livre intitulé Utopie, au moment où il écrit le livre qui s'appelle Utopie, il est membre du conseil privé du roi, il est en mission diplomatique aux Pays-Bas, il n'est pas question qu'il raconte comment on pourrait changer le monde. Ce n'est pas son boulot. Il est question éventuellement qu'il administre le monde tel qu'il est, qu'il le change un peu de la façon dont le pouvoir royal le veut. Il n'est certainement pas question qu'il propose de créer la communauté des biens, etc., etc. Donc, écrire l'utopie lui permet d'écrire autrement ce qu'il ne peut pas écrire en tant qu'homme politique, et de suite. Et je pense que c'est vrai pour la plupart des auteurs d'utopie qui sont très souvent des gens qui sont pris à différents niveaux dans des appareils d'État, qui sont éducateurs, administrateurs, et qui donc écrivent des livres qui sont en léger décalage ou en léger aiguillage, hein, comme un train qui prend un autre aiguillage que celui qui était prévu, par rapport à leur fonction et au discours officiel qu'ils sont censés tenir. Donc voilà, c'est assez facile de comprendre pourquoi on écrit une utopie. Maintenant, l'autre question, c'est pourquoi on en lit? Pourquoi on a envie de lire des utopies? Parce qu'après tout, les utopies, c'est pas toujours des choses très agréables à lire. Je veux dire, c'est très répétitif. Bon, ça commence souvent par le récit Un voyage imaginaire, mais enfin, quitte à lire un voyage imaginaire, autant lire un vrai. Parce que les voyages imaginaires qu'au début de la récit utopique, ces 3 pages qui finissent par être recopiées les unes les autres. Voilà, il y a un personnage qui est sur un bateau, le bateau a fait naufrage, il arrive dans une île, et dans l'île, il a rencontré l'utopie. La cité du soleil, Erewa, tout ce que vous voudrez. Donc, finalement, malgré les désirs des auteurs, les utopies sont rarement des livres très très agréables à la lecture. C'est difficile de prendre plaisir, d'une part, à un mécanisme littéraire qui est très répétitif, et d'autre part, à la description souvent minutieuse, ennuyeuse de tous les détails d'une vie réelle. Alors, pourquoi on lit ça quand même? Pourquoi est-ce que, par exemple, on lit l'utopie, au lieu de lire de la science-fiction, au lieu de lire de ce qu'on appelle la fantasy, qui n'est pas tout à fait de la science-fiction, mais des récits de royaumes imaginaires dans un monde qui a existé ou existera un jour, qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'utopie qui compense ces aspects ennuyeux, répétitifs, défectueux? Alors, il me semble que la réponse, elle est donnée justement par le livre qu'il a cité au début du Principe Espérance. Ernst Bloch commence, alors avant la phrase que vous citez, un préface, il parle du rêve éveillé. Et nous avons tous des rêves éveillés. Alors, c'est intéressant le rêve éveillé parce que c'est une espèce de fondement anthropologique du plaisir qu'on prend à l'utopie. On rêve tous pendant les nuits, et puis quand on se réveille, on a oublié ce dont on rêvait, on se souvient vaguement que c'était agréable ou désagréable ou bizarre, on n'a pas envie d'y repenser, ou au contraire on voudrait penser mais il n'est plus là, il s'efface. Mais on rêve aussi dans la journée, ça arrive que dans des moments où on s'ennuie, tout d'un coup on repense à autre chose. Et pour Ernst Bloch, le rêve éveillé, c'est au fond ce qui dans la vie humaine sert d'ancrage
au désir d'utopie, au désir de millénarisme, au désir de changement. Le rêve éveillé, c'est le moment où, imaginairement, on a l'impression que le monde pourrait être autrement. On a l'impression que le monde pourrait être autrement, mais pas comme dans la science-fiction ou dans les voyages imaginaires ou dans les bouquins de fantasy, mais qui pourrait être autrement vraiment. C'est-à-dire, quand je lis de la science-fiction, je sais bien que c'est pas vrai. Je peux imaginer qu'un jour ce sera vrai. Alors peut-être les adolescents naïfs qui lisaient Van Vogt en 1940-50 s'imaginaient qu'on pourrait créer la sémantique générale, le monde idéal, tout ce qu'on voudrait. Mais les adultes qui lisent la science-fiction savent que c'est pas vrai. Et que ça sert simplement à décaler légèrement ce que nous savons et ce que nous pouvons imaginer. Mais on ne croit pas à la science-fiction de la même façon qu'on peut prendre plaisir à lire une utopie. Alors, à quoi tient ce plaisir? À quoi il tient le plaisir du rêve éveillé? Ben, il tient au plaisir qu'à la différence de la science-fiction, où on décrit ce que serait le monde avec une science plus évoluée, ou ce que serait le monde avec peut-être une organisation, comment dire, ethnologique plus différente, dans un récit utopique, ou dans un projet millénariste, parce que ça existe aussi. Blanqui n'écrit pas des récits de ce qui pourrait être, il essaye de mettre en œuvre. Dans un récit utopique, on trouve à la fois une description de l'état présent du monde et pourquoi il ne fonctionne pas. Dans le cas de Thomas More et de son utopie à lui, pourquoi les paysans anglais sont chassés de leurs terres par les clôtures des champs qui les empêchent de continuer et qui les jettent tous à la ville où ils viennent des pauvres mendiants. Et ils sont enfermés dans la maison des pauvres, jusqu'au jour où on leur a créé des usines et on va les mettre au travail industriel. Mais dans cet entre-deux du XVIe siècle, ils sont chassés, ils ne sont plus paysans, ils ne sont pas encore ouvriers. Il décrit donc ce paysage de catastrophe qu'est la situation d'Angleterre pour la plus grande partie de sa population. Et puis, en face de ça, il décrit ce monde idéal qu'est l'utopie, dans lequel justement il n'y a plus de propriété individuelle des terres, dans lequel la société est organisée de façon à ce que chacun mange à sa faim, dans laquelle chacun trouve du travail et peut se servir dans les magasins communs. Autrement dit, la société utopique, elle n'acquiert une réalité fictive croyable que parce qu'elle est l'envers de la société réelle décrite. S'il n'y avait pas la société réelle qu'on décrit et qui est catastrophique, eh bien, on n'aurait aucun plaisir à lire l'utopie. Le rêve éveillé deviendrait un cauchemar, tout simplement. Alors, je continue la lecture de Ernst Bloch. Il dit, le rêve éveillé, il a deux parts, deux tranches, deux versants. Un versant qui est purement languissant, qui est au fond purement négatif, qui aboutit à ce qu'on se réfugie à l'intérieur de l'inaction. Et celui qui se laisse aller à ses rêves éveillés là, il est prêt à être la victime de tous les charlatans. Mais à côté, il y a une autre part du rêve éveillé qui se transforme en action, qui se transforme en l'idée que ce dont j'ai rêvé pourrait se concrétiser. Et c'est ainsi que le rêve éveillé devient l'ancrage anthropologique de l'idée qu'on pourrait changer le monde. Non pas simplement que le monde pourrait changer, mais que nous pourrions transformer le monde de façon qui ne ressemble plus au monde que nous connaissons. Il y a donc, si je suis Ernst Bloch, une très profonde dimension de la condition humaine qui fait qu'il y a toujours en nous quelque chose qui ne se satisfait pas du monde tel qu'il est. On a beau se résigner, on a beau avoir entendu dire qu'il n'y a pas d'alternative, comme disait l'autre, T-I-N-A, T-I ça veut dire il y a et N-A ça veut dire pas d'alternative, je ne suis pas bon en anglais, hein. Mais ça revient à ça, on nous dit c'est comme ça, et si vous vouliez changer, ça aboutirait au totalitarisme, ça aboutirait à pire que ce que vous avez voulu, etc., etc. Or, précisément, il y a toujours très enfoui en nous, mais que peut-être les circonstances peuvent faire remonter à la surface,
comme un volcan qui a une crise, qui a une éruption. Et je voudrais enfouir en nous cette idée que, eh bien si, non pas ça pourrait être autrement, mais nous pourrions changer les choses pour qu'elles soient autrement. Ça change tout. Ça pourrait être autrement, c'est le rêve éveillé des charlatans. Nous pourrions changer les choses pour qu'elles soient autrement, c'est le rêve éveillé qui aboutit peut-être à une action concrète, qui peut-être échouera, qui peut-être a échoué depuis 2000 ans, qui a échoué depuis la guerre des paysans en Allemagne, qui a échoué depuis les révoltes des Camisards dans les Cévennes du 7e et 8e siècle, qui a échoué depuis Blanqui et avant depuis Babeuf et Buonarroti, qui a échoué depuis toutes les expériences que vous voudrez. Mais ce qui est fascinant dans cette possibilité de réveiller, c'est que les échecs multipliés, tous les discours du « on vous l'avait bien dit », on vous avait dit que ça aboutirait à ça, ben, ça ne suffit pas pour couper les racines de l'espérance, je dirais d'une espérance qui est différente de l'espoir. Au fond, on a des sentiments très simples, hein, dans tous les théories des passions du XVIIe siècle, on dit toujours la crainte et l'espoir, c'est les deux sentiments symétriques, et ils sont au fond aussi négatifs l'un que l'autre, parce que la crainte, ça nous amène à avoir peur, et l'espoir, ça nous amène au fond à l'inverse d'avoir peur, c'est-à-dire à nous laisser enfermer dans quelque chose qui s'arrêtera dès qu'il y aura un échec. Ben, peut-être qu'à côté de l'espoir, il y a l'espérance qui va au-delà des limites des échecs, au-delà des limites de ce qu'on nous avait dit être possible, et qui fait que, encore une fois, nous prenons plaisir à lire des utopies, malgré tout ce qu'elles peuvent avoir d'ennuyeux. Nous prenons plaisir à voir des films sur l'imaginaire, à lire des romans utopiques, qui sont plus larges que les récits utopiques de l'âge classique, et qui font qu'il y a toujours en nous une espèce de jouissance à voir cette autre possibilité du réel. À voir non pas un imaginaire total, mais quelque chose qui est à mi-chemin entre le réel et l'imaginaire, un fictif qui pourrait se réaliser, ce que Bloch appelait le « n'être pas encore ». Un être pas encore qui ne demande qu'à devenir un être réel à son tour, un être effectif. C'est-à-dire que nous lisons l'effectivité à l'intérieur du rêve. Et c'est peut-être ça le rêve éveillé. Alors il y aura une dernière question à poser, c'est pourquoi, à côté du désir d'écrire des utopies ou du désir de lire des utopies, pourquoi a-t-on le désir d'étudier l'histoire de l'utopie? Pourquoi avez-vous le désir d'étudier l'histoire de l'utopie? Pourquoi est-ce que j'ai eu ce désir, moi? Bah, peut-être, au fond, de façon réactive, à cause de tout le mal qu'on a entendu dire de l'utopie. On a tellement entendu dire que soit l'utopie, c'était un imaginaire qui a aucune chance de se réaliser, soit au contraire quelque chose de dangereux. Il faudrait savoir, mais il faut bien voir que ces deux contre-discours sont tenus en même temps. Quand vous proposez de changer quelque chose, on vous dit soit mais c'est une illusion, ça n'aboutira à rien, soit c'est un danger, ça risque d'aboutir et alors ça va être affreux. Quand j'avais publié moi sur l'utopie, il y avait un critique dans Revue Esprit qui avait fait un contrôle du livre en disant Monsieur Moreau est universitaire, c'est vrai, mais enfin celui qui écrivait ça, il était aussi d'ailleurs. Et ça voulait dire que, bon, il est loin du réel. Hein. Monsieur Moreau est universitaire, il nous dit que l'utopie n'est pas dangereuse. Ça voulait dire, il cherche à nous cacher le danger que contiennent les utopies. Bon, il y a toujours donc ce double contre-discours, étonnamment mêlé. L'utopie, ça ne se réalisera pas, et puis si elle se réalise, ça sera la catastrophe pour tout le monde. Ben, pourquoi a-t-on envie d'écrire l'histoire des utopies? C'est peut-être justement pour montrer face à ce double discours répressif qu'il y a autre chose dans l'utopie que la pure illusion d'un côté et le danger catastrophique de l'autre. Voilà, je vous laisse réfléchir ces désirs, à ces jouissances que nous avons peut-être à tort d'après les adversaires de l'utopie. Merci Pierre-François Moreau. Je réalise qu'on a oublié de se présenter avant nos interventions, donc peut-être qu'on peut rattraper ce retard. Peut-être Laetitia, est-ce que tu veux te présenter?
Oui, j'aime beaucoup l'idée d'inverser l'ordre chronologique, c'est pas mal. Non, mais simplement, voilà, j'étudie l'histoire de l'utopie. Maintenant, je sais peut-être pourquoi, parce que j'ai voulu réagir à ces affreux contre-discours. Et d'ailleurs, c'est drôle que vous disiez ça, parce que je travaille pour ma thèse sur justement l'anti-utopisme, mais non pas, disons, du côté plutôt de ceux qui condamnent classiquement l'utopie, mais des penseurs de l'émancipation. Par exemple, pourquoi finalement quelqu'un comme Marx a quand même eu besoin de faire une critique de l'utopie pour penser sa philosophie d'histoire, et donc ça c'est l'objet de mon travail de thèse, donc l'anti-utopisme, mais plutôt du côté des pensées de l'émancipation. Et par ailleurs, je m'occupe d'un journal qui s'appelle Le Vent se lève. Voilà. Plus fort le nom du journal. Le Vent se lève. Pierre-François Moreau, une petite présentation. Oui, moi je suis un imaginaire total, mais quelque chose qui est à mi-chemin entre le réel et l'imaginaire, un fictif qui pourrait se réaliser, ce que Bloch appelait le n'être pas encore. Un être pas encore qui ne demande qu'à devenir un être réel à son tour, un être effectif. C'est-à-dire que nous lisons l'effectivité à l'intérieur du rêve. Et c'est peut-être ça le rêve éveillé. Alors il y aura une dernière question à poser, c'est pourquoi, à côté du désir d'écrire des utopies ou du désir de lire des utopies, pourquoi a-t-on le désir d'étudier l'histoire de l'utopie? Pourquoi avez-vous le désir d'étudier l'histoire de l'utopie? Pourquoi est-ce que j'ai eu ce désir, moi? Peut-être, au fond, de façon active, à cause de tout le mal qu'on a entendu dire de l'utopie. On a tellement entendu dire que soit l'utopie, c'était un imaginaire qui a aucune chance de se réaliser, soit au contraire quelque chose de dangereux. Il faudrait savoir, mais il faut bien voir que ces deux contre-discours sont tenus en même temps. Quand vous proposez de changer quelque chose, on vous dit soit mais c'est une illusion, ça n'aboutira à rien, soit c'est un danger, ça risque d'aboutir et alors ça va être affreux. Quand j'avais publié moi sur l'utopie, il y avait un critique de la revue Esprit qui avait fait un contrôle du livre en disant Monsieur Moreau est universitaire, c'est vrai, mais enfin celui qui écrivait ça, il était aussi d'ailleurs. Et ça voulait dire que, bon, il est loin du réel. Hein. Monsieur Moreau est universitaire, il nous dit que l'utopie n'est pas dangereuse. Ça voulait dire, il cherche à nous cacher le danger que contiennent les utopies. Bon, il y a toujours donc ce double contre-discours, étonnamment mêlé. L'utopie, ça ne se réalisera pas, et puis si elle se réalise, ça sera la catastrophe pour tout le monde. Pourquoi a-t-on envie d'écrire l'histoire des utopies? C'est peut-être justement pour montrer face à ce double discours répressif qu'il y a autre chose dans l'utopie que la pure illusion d'un côté et le danger catastrophique de l'autre. Voilà, je vous laisse réfléchir ces désirs, à ces jouissances que nous avons peut-être à tort d'après les adversaires de l'utopie. Merci Pierre-François.